été un peu long à produire parce que dans l'intervalle, il y a eu une dissolution. Dans ma grande chance, Philippe Bollot a été réélu, donc on a pu reprendre le travail et le mener à terme finalement assez récemment. C'était une expérience d'ailleurs très très intéressante pour moi. Je pense que Philippe vous dira la même chose. Nous avons réalisé une trentaine d'entretiens et nous avons fait 3 déplacements. Mais vous retrouverez le détail bien sûr dans les dossiers et dans le rapport lui-même. Je vais vous présenter la première partie, puisqu'on a fait, on s'est posé 4 questions. Protéines et santé, tout d'abord. La deuxième question, c'était protéines et environnement. Les deux ont des liens, bien évidemment. La troisième question, c'est celle des nouvelles protéines ou protéines alternatives. Il y a déjà eu des travaux là-dessus, et notamment au Sénat sur la culture cellulaire. Mais on a voulu élargir le spectre. Et puis le dernier sujet, c'est dans l'hypothèse où on arrive à déterminer un régime qui serait idéal, qui serait évidemment intéressant pour la santé des personnes, mais aussi pour l'environnement, comment fait-on pour que ce régime puisse être adopté au moins partiellement par nos compatriotes? Voilà les 4 questions que nous nous sommes posées. Je vais vous présenter la première et la troisième, et Philippe présentera la deuxième et la quatrième. Première question autour de la santé et des protéines. Notre premier constat, c'est que dans notre pays, en France, on consomme assez de protéines, et même beaucoup plus que nécessaire, puisque sensiblement le double de ce qui est recommandé dans l'apport quotidien, soit 0,83 grammes par kilo de poids corporel. Ça, c'est ce qui est recommandé. Et ce qui est consommé, c'est 1,4 gramme. Donc on n'est pas tout à fait au double, mais on n'en est pas loin. Donc on a de la marge. Deuxième constat, ces protéines sont amenées aux 2 tiers par des produits d'origine animale et 1 tiers par des produits d'origine végétale, alors que la recommandation usuelle en matière de santé, ça serait plutôt 50-50. Alors évidemment, ces chiffres sont à prendre comme un ordre de grandeur, puisque selon l'âge et les moments de la vie, les besoins peuvent varier pour la femme qui attend un enfant, pour les personnes de grand âge, pour les enfants, etc. Mais globalement, il faut retenir que le besoin est plus que largement couvert, dans notre pays au moins. Ensuite, il y a des différences de qualité, évidemment, entre protéines. Et les protéines animales ont la qualité première d'être complètes dans l'ensemble des acides aminés qui doivent être amenés à l'organisme. Pour les protéines végétales, ce n'est pas le cas. Les céréales sont en effet pauvres en lysine et les légumineuses sont pauvres en acides aminés soufrés, notamment la méthionine et la cystéine. Cependant, nous avons pu établir dans nos auditions que ça n'est pas vraiment un problème, puisque l'apport conjoint de céréales et de légumineuses permet de faire face à ce déséquilibre. Et nous avons conclu qu'un régime végétarien est un régime tout à fait possible pour la santé, pour le maintien de la santé, pour peu qu'on soit un peu attentif à certains composants quand même, notamment la vitamine B12 pour les stricts végétariens, et les apports en minéraux tels que calcium, mais aussi les minéraux, fer, zinc, parfois l'iode. Donc il y a quand même une vigilance à avoir, et pour les végétariens stricts, et même les végétaliens, une nécessité de complément. Nous avons aussi établi, nous avons pu comprendre que on ne mange pas bien sûr des protéines seules, mais qu'on les mange dans un aliment, et qu'il faut prendre en cause aussi, il faut prendre en question la digestibilité de ces protéines, outre leur rapport en acides aminés différents, mais surtout la digestibilité, puis le fait aussi qu'ils amènent d'autres éléments dans l'aliment, notamment des glucides, des lipides, etc. Voilà, donc en conclusion de cette première partie, des besoins plus que largement couverts dans notre pays, un déséquilibre vers les protéines d'origine animale, alors qu'il est tout à fait possible de se contenter de protéines d'origine végétale, et qu'en tout cas, un équilibre à 50-50 serait souhaitable. Et enfin, un régime végétarien tout à fait envisageable, moyennant quelques précautions et un peu de suivi, d'éducation préalable et de compétences. Voilà, je laisse la parole à Philippe pour la deuxième partie.
Alors cette deuxième partie, bien écoutez, elle concernait la prise en compte des enjeux environnementaux associés à la production de protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et comme on était parti de l'assiette dans la première partie, se dire que finalement, bien écoutez, le contenu de nos assiettes aussi a un contenu carbone et qu'il est variable évidemment selon l'endroit où on se situe sur la planète, puisque quelques chiffres sont intéressants à citer. Dans le monde, la production agricole représente 22% des émissions de gaz à effet de serre, quand c'est 11% en Europe et 20% en France. Vous dire que ces émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture ont un profil particulièrement intéressant à souligner, c'est que, à la différence d'autres secteurs comme le bâtiment, comme les transports, ce ne sont pas pour l'essentiel du CO2, mais du méthane, du CH4 pour 49% de ces émissions, et du N2O, 30% des émissions. Dans un cas, c'est lié à la fermentation entérique des ruminants, majoritairement, et dans l'autre cas, c'est issu du métabolisme microbien qui s'opère notamment dans les fumiers et dans les lisiers. En 2016, l'INRA avait été chargée de la réalisation d'une expertise scientifique collective sur ces sujets-là, et elle avait démontré que les productions animales représentaient 2 tiers des émissions du secteur agricole, et qu'il y avait une grande variabilité qui existait selon les espèces et selon le régime alimentaire des animaux ou la génétique de ces animaux. Nous avons aussi regardé d'autres impacts, en particulier le fait que les ruminants, ou d'ailleurs tous les animaux d'élevage, consomment des protéines, qui pour bien souvent sont des protéines végétales, et donc ils nécessitent des surfaces pour pouvoir les produire. Alors avec 2 constats intéressants à faire suivre. Le premier, c'est que ces surfaces, dans certains cas, peuvent correspondre à de l'importation massive, et dans les pays où c'est produit, à de la déforestation qu'il ne faut jamais oublier. Et la deuxième chose qu'on peut se poser, la deuxième question qu'on peut se poser en regardant ce sujet-là, c'est de se dire finalement, est-ce qu'il y a concurrence vis-à-vis de ces surfaces-là? C'est quelque chose que nous avons regardé, et finalement les protéines végétales nécessaires à l'alimentation animale ne sont pas consommables par l'homme, et on peut chiffrer même l'absence de concurrence, qui est de l'ordre de 80% globalement et 90% pour les ruminants. Nous avons aussi regardé les impacts positifs de l'élevage, et notamment au travers des systèmes de prairies, de la biodiversité qui les accompagne et du stockage du carbone. En conclusion de cette seconde partie, donc, il convient de constater que donc, le contenu carbone de l'assiette dépend de ce qu'on y met, et notamment de la part de la viande, et notamment de la viande bovine, avec malgré tout, et c'est important à souligner, une conséquence importante à cette conclusion, c'est que tout cela a des conséquences sociales et économiques pour les territoires fortement concernés par la production de viande. Et puis, 2 autres dernières conclusions de cette seconde partie sur les cultures de légumineuses, leur intérêt agronomique. Outre le fait, évidemment, ça vous l'avez compris, qu'elles soient riches en protéines, le fait qu'elles fixent de l'azote atmosphérique, et donc finalement, dans des systèmes agronomiques et des rotations bien pensées, elles peuvent apporter un certain nombre d'avantages. Et puis le dernier point, c'est qu'il y a un dernier levier pour bien gérer le contenu carbone de l'assiette, c'est celui du gaspillage alimentaire, et éviter que nous ayons trop d'émissions de gaz à effet de serre associées à des productions qui finalement ne sont pas consommées parce qu'elles partent à la poubelle tout au long de la chaîne de valeur, de la fourche à la fourchette. Voilà ce que nous voulions vous dire sur cette deuxième partie. J'en viens maintenant à la troisième, les protéines alternatives qui ont suscité, je crois, l'intérêt du public et des médias ces dernières années. Alors, quelles sont-elles? La fermentation de précision, les cultures cellulaires, les insectes et les algues. Sur la fermentation de précision, nous avons pu constater que cette technologie est mature en laboratoire. Alors, il s'agit de faire fabriquer donc, des protéines par des micro-organismes dans des grands fermenteurs dans lesquels on introduit donc, les aliments nécessaires pour cela. C'est principalement des glucides et de l'azote, moyennant quoi on peut récupérer des protéines telles que de la caséine, qui est la protéine du lait. Nous avons pu constater d'ailleurs qu'il y a des banques de données assez impressionnantes génétiques qui permettent de fabriquer de la caséine qui est fabriquée autrement qu'on trouve dans le lait de vache, dans le lait de chèvre, dans le lait de chamelle, dans le lait de jument, dans tout ce qu'on veut. Il y a une banque tout à fait impressionnante sur ce sujet. Enfin, en tout cas chez un des acteurs. Donc, technologie mature en laboratoire qui permettrait de faire face à un manque de lait, puisqu'on assiste à une décapitalisation quand même dans notre pays, d'autant que si la consommation de lait baisse, la consommation de fromage, elle augmente, et que la caséine est la protéine ad hoc pour fabriquer du fromage. Donc on peut imaginer qu'avec une quantité de lait en baisse, on puisse fabriquer davantage de fromage en ajoutant de la caséine et en faisant face même à une augmentation de la consommation.
Le passage à l'échelle industrielle constitue encore un défi, mais on est vraiment au bord. Et ensuite, il faudra avoir une idée un peu plus précise des équilibres économiques, mais on peut considérer que cette technologie est maintenant prête à passer à l'étape supérieure. Pour la culture cellulaire, il y avait déjà eu un rapport du Sénat, je peux vous y renvoyer. Nous considérons que c'est une technologie encore en développement, qui commence à s'affranchir de certaines limites, mais qui n'a pas encore fait la preuve de son équilibre économique, évidemment, et qui peut être très interrogé dans son intérêt environnemental. L'avantage, c'est qu'évidemment, on ne tue pas des animaux pour les manger. L'inconvénient, c'est qu'on ne fabrique pas des produits finis comme un beefsteak, puisque en fait, on fabrique des cellules musculaires, et dans un steak, il y a bien d'autres choses. Il y a des cellules de soutien, il y a des lipides, il y a des éléments qui favorisent la sapidité. Donc c'est quelque chose de tout à fait différent. Cependant, ça peut être une technologie qui permet de fabriquer des ingrédients qui peuvent ensuite être utilisés dans l'industrie agroalimentaire. Le risque principal, c'est qu'à l'échelle industrielle, ça reste extrêmement coûteux, et qu'en outre, les autorisations de mise sur le marché dans le cadre de la procédure Novel Food sont quand même assez importants et limitants. Les insectes, technologie intéressante là aussi, puisqu'ils sont riches en protéines, en nutriments. Mais si dans beaucoup de pays du monde, s'alimenter avec des insectes était quelque chose de quotidien, évidemment, il y a une très grosse barrière à franchir dans les pays européens et en France en particulier. Il faut quand même savoir que plusieurs insectes sont déjà autorisés dans l'Union européenne en alimentation humaine et animale. Mais le débouché premier nous semble être évidemment l'alimentation animale. Le facteur limitant étant le prix aujourd'hui, puisque la farine d'insectes va coûter 1,5 fois, c'est-à-dire 50% plus cher que la farine de poisson. Ça peut changer du jour au lendemain si on avait des pratiques environnementales plus vertueuses et qu'on arrête de labourer les océans pour nourrir des poissons d'élevage sur la terre ferme. Donc nous concluons que même si actuellement économiquement les choses sont compliquées, il faut continuer à soutenir ces technologies pour lesquelles dans notre pays nous avons quelques avances et nous avons acquis des capacités et des compétences particulières. Enfin, les algues, pour terminer. Donc, il faut distinguer les macroalgues, qui sont essentiellement ramassées en mer, avec des problèmes pour les cultiver, parce que l'espace maritime, ça a été une de nos découvertes aussi, est particulièrement contraint. Donc, aujourd'hui, ces cueillettes, en quelque sorte, restent limitées, même si ces produits sont intéressants, car riches en protéines, en micronutriments, et ont évidemment un bilan carbone très favorable. En ce qui concerne la production d'algues, là il s'agit d'algues unicellulaires comme la spiruline, elle est encore peu développée, elle a des obstacles de développement aujourd'hui et reste sur un créneau assez limité. L'incertitude notamment des débouchés auprès des consommateurs finaux va entraver le développement industriel qui a quelques sujets aussi en matière de préservation de l'environnement. Voilà, donc un peu dans un ordre quasi hiérarchique, fermentation de précision, technologie mature, développement économique à voir, culture cellulaire, on laisse un peu de côté, c'est vraiment à nos yeux une opportunité de niche pour l'instant. Les insectes, un vrai sujet, mais un problème économique, et les algues, ça reste quand même assez limité dans les conséquences. Alors, la dernière partie de notre document, une fois qu'on avait posé les constats sur la qualité nutritionnelle, l'impact sur la santé, une fois que nous avions regardé le contenu carbone de l'assiette et alors que nous avons examiné quelles étaient les protéines alternatives, et c'est de se dire bien comment les habitudes alimentaires peuvent changer pour pouvoir justement concilier au mieux les conclusions que nous portions dans les trois parties précédentes. Bien, tout cela dépend d'arbitrages différents des consommateurs, et un certain nombre de points ont été examinés pour vous montrer la diversité de ces arbitrages-là. Le premier, c'est l'évolution de la part du budget des ménages consacré à l'alimentation. On peut comparer deux chiffres, celui des années 60 où la part du budget consacré à l'alimentation était de 35% alors qu'elle n'est que de 14% aujourd'hui. Un autre élément de comparaison était de regarder, d'analyse de l'évolution des arbitrages, était de regarder l'évolution de la consommation par protéine animale. Alors on constate que le lait se maintient, mais quand on y regarde de plus près, dans le segment lait, on voit que les produits frais diminuent, le lait notamment, alors que les fromages augmentent.
Et puis, il y a une protéine animale qui augmente énormément, c'est les œufs. Quant à la viande, il y a une baisse tendancielle qui fait qu'on est passé de 90 kg par an et par habitant en 90 à 83 kg par an et par habitant aujourd'hui. Un autre élément démonstrateur des leviers que détiennent les consommateurs pour changer de régime alimentaire, c'est celui de s'intéresser au régime végétarien et végétalien. Une enquête avait été réalisée par l'IFOP pour France Agrimaire, et vous en retrouverez donc le détail dans le document, et elle montrait que 2,5% de la population a adopté un régime végétarien ou végétalien. C'est la population globale, et quand on regarde de plus près, pour les moins de 30 ans, on passe à 3%. Cette même enquête mettait en avant une part importante de la population qui souhaitait une évolution de l'assiette avec un passage des protéines animales vers les protéines végétales. Et là, quand on y regarde de plus près dans les résultats de cette enquête d'opinion, on voit qu'il y a des éléments qui sont favorables à ce changement de composition de l'assiette et d'autres qui sont plutôt des freins. Parmi les éléments favorables, c'est le prix, c'est l'impact sur la santé et l'environnement, on vous l'a déjà dit. Et parmi les éléments négatifs, les freins, c'est l'affichage, la compréhension du consommateur, la disponibilité des protéines végétales, les modes de préparation qui peuvent être plus longs et plus contraignants, et aussi le sujet des habitudes. Et de là, il en découle un constat de notre rapport, c'est que finalement, chaque fois que vous mettez dans une restauration collective la possibilité d'accéder à ceux qui la fréquentent, d'accéder à des légumineuses, c'est une porte d'entrée à la végétalisation du régime alimentaire. Et puis, ce changement d'alimentation, donc dans l'assiette, c'est pour nous toutes et nous tous, mais il y a aussi un changement d'alimentation qui est à considérer pour les animaux d'élevage, au travers notamment de leur consommation de protéines telles que les tourteaux et les concentrés, dont on sait qu'ils sont largement importés. Vous trouverez dans le document pour les ruminants, il y a des taux qui sont très variables, donc enfin il y a vraiment une dépendance qui est très forte, c'est plutôt comme ça qu'il faut le signaler, et tout ça questionne fortement les différents plans protéines qui avaient été mis en place, et aussi toute la logique, tous les débats qui surviennent dès que nous avons nous sommes convoqués pour débattre sur des projets d'accords de libre-échange. Voilà ce que je voulais vous dire sur cette... Mais on reviendra sur ce dernier point lors des recommandations. Voilà ce que je veux dire sur cette dernière partie. Les recommandations ? Oui, alors attendez, je vais vous... Très rapidement, très rapidement, les recommandations. Alors pour le coup, est-ce que... Oui, elles sont là. Elles sont avec moi, je les ai ici. Alors il y en a 10. Je vais vous donner les grands axes, hein, sans rentrer dans le détail. La première, c'est affiner la connaissance de l'impact environnemental. Donc vous avez vu que de manière assez détaillée, on est capable de dire quel est l'impact environnemental des protéines animales et végétales. Et on a les protéines alternatives qui arrivent, qui se revendiquent comme étant, au-delà de ce qu'elles peuvent apporter, un verdissement de l'assiette. Il faudra regarder ça de manière très attentive, parce qu'actuellement tout cela est au stade du démonstrateur. Il faut regarder qu'est-ce que ça donne si on est au stade industriel. La recommandation numéro 2, je viens d'en parler, c'est fixer un objectif d'autonomie protéique. Malgré tous ces plans-là, on importe beaucoup de l'extérieur, et tout ça est défavorable à notre balance du commerce extérieur. Encourager la production de légumineuses. Pourquoi ? Parce que finalement, vous savez, c'est parfois des variétés anciennes qui n'ont pas été suivies par les instituts techniques et qui nécessitent de le faire, d'avoir un suivi, d'amélioration variétale, et surtout après aussi de mécanisation et d'industrialisation de la production. Après, il y a toutes les recommandations, elles sont au nombre de 4 sur les protéines alternatives. Vous retrouvez l'essentiel de ce qui est écrit là dans les propos qu'a eu Arnaud Bazin. Mieux communiquer sur les protéines alternatives, c'est de dire que le rôle des pouvoirs publics est de donner les bonnes informations et les bonnes incitations aux consommateurs. La 9e recommandation, c'est soutenir les offres alimentaires contenant des protéines d'origine variée pour l'équilibre qui avait été évoqué dans la première partie du rapport. Et la dernière recommandation, malgré tout ce que nous avons pu dire, c'est de ne pas diaboliser la consommation de la viande, notamment parce que, au travers du le premier constat qui vous a été donné par Arnaud Bazin, c'est-à-dire la part relative protéines animales, protéines végétales, sans pour autant dire qu'il faut passer à zéro, en équilibrant à 50-50, on a quand même la possibilité de consommer un petit peu de viande, dont on a montré dans le rapport que les protéines n'étaient pas si mauvaises que ça et pouvaient bien se compléter avec d'autres en matière de composition du régime alimentaire. Voilà, pour pas être trop long. Des questions ? Oui. Oui.
Je crois qu'il faudra que vous preniez le micro, madame, pour ceux qui sont en ligne et puissent vous entendre. Oui, Floriane Finet, je suis journaliste à Contexte. Je voulais savoir concernant les filières de protéines végétales en France, effectivement c'est un sujet qui n'est pas nouveau. Concrètement, vous avez identifié les freins au développement de telles filières, puisque en gros tout le monde s'accorde pour dire que c'est hyper bien d'un point de vue environnemental, que ça permet de limiter l'utilisation des engrais, ça permet de diversifier l'alimentation des Français, mais rien ne bouge, on a l'impression. Et est-ce que vous avez des préconisations à faire en vue de la prochaine PAC ? Alors, ce que nous avons entendu à plusieurs reprises, c'est que beaucoup des variétés n'ont pas été suivies comme d'autres ont pu l'être, et notamment vis-à-vis des changements climatiques avec des améliorations variétales. Donc ça, c'est déjà une contrainte. C'est-à-dire que vous avez des vieilles variétés qui n'ont pas subi les évolutions pour avoir les bons rendements et les bonnes adaptations. Bon, ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, à la suite de cela, dans la logique de l'offre et de la demande, comme la demande étant assez faible, on n'a pas tout l'accompagnement qui va bien sur la mécanisation agricole pour aller faire les récoltes, sur les tamis ou le tri des graines dans les usines de production et de conditionnement. Donc on a à chaque étape du cycle de vie, que ce soit de la graine à l'assiette, un certain nombre de contraintes. Et l'assiette, c'est notamment, après, vous le savez, des protéines qu'il faut parfois faire tremper avant de les préparer. Donc il y a aussi des contraintes de préparation. Donc il y a aussi des logiques de trouver des recettes plus adaptées au mode de vie actuel par rapport à ces protéines qui étaient utilisées à une époque ancienne où on n'avait pas véritablement le même rapport à la préparation de l'aliment dans les foyers, quoi. Donc en termes de politique publique, est-ce qu'il y a eu des manques selon vous Est-ce qu'il y aurait des solutions à adopter pour que ça marche pour le prochain plan protéines qui sera lancé par exemple ? C'est une des recommandations que nous faisons avec Philippe Bollot, c'est d'essayer de comprendre déjà le détail des relatifs échecs des plans protéines antérieurs, et on souhaite que le Parlement soit associé à cette démarche-là pour qu'on puisse s'emparer de cette question. Ensuite, il y a, vous l'avez évoqué vous-même, des pistes sur la politique agricole commune, qui pourrait être un soutien au développement de ces filières dans notre pays, puisque on a compris, sous le contrôle de Philippe, mais qu'il y avait une crainte de la part des agriculteurs de rendement insuffisant, les variétés n'étant pas recherchées pour résister plus aux ravageurs, et puis des conditions économiques qui ne leur paraissent pas satisfaisantes. Donc ils vont aux cultures qui leur permettent d'avoir plus de chances de gagner mieux leur vie, tout simplement. Et donc sur la PAC, pardon, je n'ai pas compris, quelle était votre proposition, si vous en avez ? Enfin, quel levier on peut activer pour que votre rapport se traduise concrètement en fait ? Alors, les recommandations, là, elles sont surtout françaises, mais européennes. C'est à ceux qui vont négocier notre PAC. À partir du moment où ils auront obtenu des résultats en France, que c'est toujours pareil. Vous pouvez aller recommander des choses à l'Europe ou à l'international quand vous êtes français, moyennant le fait que vous pouvez être exemplaire pour le faire. Donc moi, je pense que la première étape, c'est d'abord de pouvoir faire quelque chose chez nous, pour après aller... Alors évidemment, s'il y a des choses qui dépendent de l'Europe, il faut pouvoir les négocier pour pouvoir les faire chez nous, mais c'est un peu une interaction entre les deux, et c'est aux négociateurs d'aller faire ces choses-là, mais voilà, il faut aussi savoir le faire chez nous. Mais la France a une enveloppe qu'elle peut distribuer comme elle veut, globalement, donc... Oui, mais ça, c'est l'objet de la recommandation. La numéro 9, je crois. Non, attendez, c'est la numéro 3, pardon. Okay. Merci. Bonjour, Christine Nicolet du quotidien du pharmacien. Pour revenir sur la fermentation, je voudrais savoir où en est le projet Les Ferments du Futur, qui avait d'ailleurs reçu un financement de la part de l'État, justement, qui prônait les ferments comme l'avenir de l'alimentation en France. On pourrait effectivement, parce que là, ce que vous dites, vous n'avez pas tenu compte quand même du dérèglement climatique. Donc, plutôt d'augmenter sans arrêt la part du végétal, il faudrait peut-être créer de nouvelles matrices végétales grâce à des ferments. Hein, et donc, je voudrais savoir où en est ce projet qui a été soutenu par l'INRAE. Alors, là, en fait, ce que nous faisons dans le rapport, c'est la fermentation de précision. C'est-à-dire qu'en fait, on prend des micro-organismes à l'intérieur duquel on va aller injecter le gène de la production d'une protéine. Alors que la fermentation à laquelle vous faites référence dans votre question, c'est la fermentation de végétaux, de légumes, comme la choucroute, comme d'autres aliments de ce type-là, qui apportent des nutriments de qualité. Ce n'est pas du tout l'objet de notre rapport. Nous, on a regardé la fermentation de précision. Là, vous parlez
la préparation par fermentation des aliments. Non, j'avais assisté à une conférence sûrement de l'INRAE au Salon de l'Agriculture. Il parlait de créer de nouvelles matrices végétales, justement, à base des micro-organismes et de la fermentation. Et donc il y avait ce projet. On n'a pas entendu parler de ce projet-là dans notre parcours. J'ai écrit d'ailleurs un article pour le quotidien je ne doute pas que vous dites... sans problème. Ouais. Pas mieux. Dommage. Oui, bonjour Judith Chétrit pour Politico. Juste pour compléter la question de ma consoeur, vous dites justement que le Parlement devrait être mieux associé à l'évaluation des plans en protéines, mais à date, on sait qu'ils n'ont pas produit de résultats suffisants. Mais justement, est-ce qu'il y a eu des évaluations conduites par le ministère de l'Agriculture ou d'autres instances? Alors écoutez, le constat que nous faisons, c'est qu'il y en a eu beaucoup de ces plans-là. Le premier, je crois, date du gouvernement où était M. Le Foll, ministre de l'Agriculture. Et puis après, il y en a eu d'autres. Il y a même eu des opportunités en sortie Covid pour essayer, via des financements dédiés, d'avancer, quoi. Vous dire qu'il y a eu des évaluations très précises de tout cela, je ne saurais vous le dire. On n'a pas eu d'écho en la matière. En revanche, c'est bien pour ça qu'on l'écrit, c'est qu'il va falloir commencer à regarder ça de près et l'évaluer pour pouvoir avancer, quoi. Parce que sinon, on va tourner en rond, surtout que ça existe depuis, comme je vous l'ai dit, depuis maintenant quelques décennies. Donc il faut absolument évaluer. C'est la fonction des parlementaires, hein, la fonction d'évaluation. Et dans cette évaluation, on met à la fois les plans qui, de point de vue national, disent on va aller mettre une part de légumineuses supérieure dans les assiettes, mais c'est aussi l'évaluation des plans qui permettent de dire on va être autonome davantage vis-à-vis de l'élevage et éviter d'aller chercher nos protéines en Amérique du Sud qui font de la déforestation. Donc c'est bien tous ces plans-là qu'il faut regarder de manière précise, quoi. On a dans le rapport, et Philippe Bollot vous l'a rappelé tout à l'heure, évoqué les causes qui, à notre avis, sont responsables de cet échec relatif des plans protéines. Maintenant, il faut absolument qu'on puisse, au-delà, enfin c'est un travail qui va au-delà du simple rapport que nous avons fait, estimer quels sont les freins, quel est leur poids respectif, quelles propositions faire pour que les choses fonctionnent mieux la prochaine fois. On vous a évoqué l'ensemble des éléments qui peuvent intervenir, mais après, il faudra aller dans le détail. C'est pour ça que nous souhaitons que le Parlement soit associé à cette évaluation détaillée. C'est une question visiblement qu'on a eu en ligne. Damien Mess, France Inter. On voit que vous avez pris un peu des pincettes sur la proposition numéro 10 sur le fait de ne pas diaboliser la viande. C'est un peu un des freins, un des obstacles classiques à chaque fois qu'on parle de réduire la consommation de protéines animales. On sait que ça suscite des crispations très fortes à chaque fois pour une filière qui est d'ailleurs en grande difficulté. Comment on fait pour avancer avec votre ambition sans se mettre à dos la filière de la viande et sans rejouer à chaque fois la polémique végétarien contre viandard, pour le dire de façon un peu caricaturale? Eh bien, on en a tracé un peu les perspectives, puisque dans la quatrième partie, on s'est interrogé sur la modification des habitudes alimentaires, en étant très modeste, parce que c'est quelque chose de lourd à bouger, de complexe. Cependant, nous notons que les repas végétariens dans les cantines scolaires, c'est un succès. Et chez les étudiants, c'est encore plus un succès. On a visité, nous sommes rendus dans un restaurant du Crous tout près d'ici, où on a 20-25% de repas végétariens qui sont distribués chaque jour. Donc ça passe par des actions de ce type. Mais je ne pense pas qu'il y ait de sujet d'affrontement avec la filière de la viande si on veut passer de 70 à 50%. Déjà, pour ce qui est d'utilisation de la viande de volaille, on importe plus de 50% des poulets qu'on consomme dans notre pays. Donc si on monte en qualité chez nous pour satisfaire une certaine clientèle et qu'on utilise moins de viande de volaille, il n'y a pas d'affrontement. Au contraire, c'est paraît tout à fait cohérent et logique. Donc il y a tous ces éléments de transformation progressive. Il y a aussi la disponibilité. Philippe a dit tout à l'heure que les habitudes, le temps qu'on passe à cuisiner et les produits qu'on utilise, c'est plus les mêmes qu'il y a quelques décennies. En effet, les légumineuses sont des produits, si on les prend à l'état brut, qui sont longs à préparer, qui demandent donc
programmer en quelque sorte son alimentation. Il pourrait y avoir dans l'offre alimentaire quotidienne des aliments qui soient plus faciles à utiliser, directement utilisables, comme le sait faire l'agroalimentaire, évidemment. Donc il y a tout un ensemble de mesures, et encore une fois, c'est sur le temps long que ça s'inscrit, et dans la mesure où on ne dit pas qu'il faut arrêter, loin de là, les productions animales, simplement que les protéines trouvent leur place tant du point de vue de la santé, des protéines végétales et alternatives, tant du point de vue de la santé que de l'environnement dans l'offre alimentaire globale. Je ne pense pas qu'il y ait de conflit particulier. Alors en ligne, on nous a demandé, je prends la question puisque elle est tout à fait liée, avez-vous conclu à une réduction chiffrée de la consommation de viande pourrait par exemple apparaître dans la SNANC? Alors, on ne l'a pas chiffré à 5, 10, 15%, mais on sait qu'il y a une baisse progressive. Alors, on a un chiffre qui doit être d'ailleurs dans le rapport. Je ne l'ai plus en tête dans le détail. 90 à 83, c'est ça, j'avais peur de dire une sottise. De 1990, 90 kilos par an et par habitant, on passe à 83 kilos par an aujourd'hui. Donc ça fait 7 kilos de moins sur 90, et ça se fait sur plus de 30 ans. Donc c'est une pente lente. Alors c'est une baisse essentiellement sur la viande rouge, sachant que sur la volaille, on est plutôt dans la compensation et dans la hausse. Ça renvoie d'ailleurs de façon positive à l'observation qu'on a faite tout à l'heure sur l'environnement, à savoir que les bovins, ça émet évidemment beaucoup plus de gaz à effet de serre que l'élevage de volailles ou même de porcs. Donc je pense que ce mouvement, il existe. Il est lent, il est progressif, il est dans la grande durée, mais il faut l'accompagner, et c'est ce qu'on propose à travers les mesures que nous avons indiquées enfin. Justement, vous vantez dans votre rapport les mérites de l'élevage bovin extensif, mais on sait que c'est celui-là qui est en train de disparaître en France. Donc qu'est-ce que vous proposez pour maintenir cet élevage vertueux, éviter, on va dire, le retournement des prairies? Alors, nous sommes réunis ici pour examiner un rapport de l'OPEXT, l'Office parlementaire, je voulais dire l'acronyme et le déroulé en même temps. L'OPEX, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Ce n'est pas un rapport de mission d'information d'une commission des affaires économiques qui aurait à statuer sur l'avenir de l'agriculture. On est là pour regarder le sujet des protéines, c'est la clé d'entrée, qui peuvent être animales, végétales, qui peuvent être nouvelles, en faisant des constats sur l'alimentation, des constats d'ordre impact de production, des constats sur l'évolution de leur consommation, alors que votre question relève plutôt d'une politique agricole de soutien. Ce n'est pas l'objectif de notre rapport. Nous, les recommandations qui sont les nôtres, c'est celles en lien avec les protéines quand on les retrouve dans l'assiette. Donc, c'est pas l'objet de la mission, quoi. Parce que sinon, après, on pourra avoir la même chose sur... C'est d'ailleurs la question que vous aviez un peu esquissée tout à l'heure, sur les végétaux, etc. Voilà, c'est une mission de l'OPEX. On apporte un certain nombre d'éléments qui, justement, peuvent servir une future mission d'information d'une commission compétente sur le sujet pour, après, elle, faire des orientations sur les orientations en matière agricole. Peut-être compléter en disant que si l'élevage des bovins en extensif est, entre guillemets, vertueux, c'est pas parce qu'ils émettent pas de gaz à effet de serre, ceux-là. C'est parce qu'il y a des compensations, en effet, par les prairies et par le fait que les prairies séquestrent du carbone dans le sol. Là-dessus, il y a aussi des débats, quand même, pour évaluer ça précisément. Donc, l'élément qui nous a amené à faire cette préconisation, c'est que les protéines d'origine animale et notamment celles des bovins sont des protéines de bonne qualité, que nous avons des paysages en France qui sont très étroitement liés aussi à cet élevage et qu'il n'y a pas de raison de le mettre en cause, mais que des études complémentaires seront toujours utiles sur l'aspect de séquestration du carbone qui fait encore un peu débat. Et est-ce que vous avez des propositions sur la végétalisation des cantines scolaires, parce qu'on sait que l'objectif fixé par la loi Egalim n'est pas toujours respecté par les collectivités locales? Ça, c'est un vrai point. C'est encore un point d'évaluation de la loi Egalim. Alors, quant à la préconisation, pour revenir, oui, elle est quelque part
Je vais essayer de la retrouver. Et comme ça, vous l'aurez de manière détaillée. Oui, ça doit être ça. Soutient les offres alimentaires. Voilà, c'est ça. Diversification des sources de protéines et des offres alternatives sérieuses destinées à acclimater le consommateur. De ce point de vue, l'expérience des menus végétariens dans les cantines scolaires doit être soutenue et poursuivie. Mais vous avez raison, derrière, c'est est-ce que ça marche? Et visiblement, effectivement, le constat d'Egalim fait que ça ne marche pas vraiment. Alors, ça dépend d'où on est. Il y a des endroits où ça marche bien. Je permettrai à l'ancien maire que je suis de dire que la question des cantines scolaires et de ce que consomme réellement et de ce qui est gâché dans les assiettes par les refus de consommation par les enfants, c'est quelque chose de compliqué. Donc il faut absolument investir dans la qualité gustative des produits qu'on sert. Et pour ça, il faut faire de la formation pour tous les chefs. Alors, je vais vanter un peu mon département du Val d'Oise, dont j'ai été le président pendant quelques années. Nous avons une école des chefs aujourd'hui, c'est-à-dire des instants de formation régulièrement suivis pour améliorer globalement la qualité gustative, pour qu'il n'y ait pas de refus de consommation par les collégiens, puisque là il s'agit de collégiens, puis dans les compétences des départements. Et ça passe aussi par la meilleure qualité des repas végétariens. Je crois que dans les Crous, d'ailleurs, il y a eu des efforts aussi très importants du même type, avec formation particulière. Donc ça, c'est indispensable. Oui, parce que, encore une fois, comme je le disais en propos liminaire, on peut trouver le meilleur régime qui soit pour la santé, pour l'environnement. Faut-il encore le faire manger? Et ça passe par la transformation des habitudes et, entre autres, par la qualité gustative, la formation des cuisiniers. Pas d'autres questions en ligne? Merci beaucoup. Bonjour, Rémi Barbet, journaliste pour La Croix. En parcourant le rapport, il vous indiquait que entre 2000 et 2020, la consommation de légumineuses des Français a été divisée par 4. Comment vous l'expliquez? Pourquoi? Parce que du coup, ça veut dire qu'on avait une alimentation un peu plus vertueuse d'un point de vue de l'équilibre protéique il y a 20-25 ans de ça. Pourquoi ça a diminué autant? Alors, on n'a pas analysé les causes, nous n'avons pas d'éléments précis pour vous répondre. On peut évoquer d'abord peut-être une baisse de l'offre tout simplement, puisque on vous a dit qu'il n'y avait pas de recherche variétale, qu'il y avait des rendements qui n'étaient pas garantis, qu'il y a aussi des façons culturales qui sont devenues plus compliquées. Pour la lentille, qui est une légumineuse de référence quand même, il était beaucoup utilisé des herbicides, parce que c'est une plante délicate à faire venir, et aujourd'hui on n'a plus le droit de les utiliser. Le changement climatique accentue les choses, puisqu'on n'a pas de variétés qui sont prévues pour mieux y résister. Bref, je pense, mais ça c'est une hypothèse personnelle qui restera à vérifier, que l'offre n'a pas été à la hauteur. D'autre part, c'est probablement la baisse de la préparation des repas à domicile, tout simplement, et puis la montée des repas tout préparés, des plats prêts à consommer, qui a fait que probablement il y a eu moindre recours à ces produits. Mais ça mérite d'être recherché, en effet, puisque là c'est un constat que nous avons fait, et il n'y a pas d'explication certaine. Et autre question, comme vous catégorisez un peu les types de protéines dans le rapport, est-ce que il y a aujourd'hui un questionnement sur l'approvisionnement en protéines dans l'alimentation des Français? Je ne sais pas s'il y a des chiffres qui existent. Alors, en ce qui concerne... En gros, l'apport, est-ce que les Français peuvent-ils compter sur un apport toujours aussi stable en protéines dans leur alimentation? Est-ce qu'il y a des déséquilibres? Non, il n'y a pas de déséquilibre, puisque, en fait, dans la première partie sur la santé, je vous ai donné quelques éléments là-dessus. En ce qui concerne l'apport, on est pratiquement au double de ce qui est nécessaire du point de vue de la santé. Donc il n'y aura pas de sujet, si vous voulez, à court terme, ou même à moyen terme, de manque de protéines dans l'alimentation des Français. Le sujet, c'est plus l'autonomie, la question de l'autonomie. Alors, pour les élevages de bovins,
Ils ne sont pas autonomes en protéines à hauteur de 75%. Je trouve ça dans le rapport. Pour les autres élevages, volailles, porcins, je crois que c'est de l'ordre de 50%. Donc là, on a recours massivement à de l'importation, tourteau de colza, tourteau de tournesol, etc., pour faire le compte. En ce qui concerne l'alimentation humaine, je n'ai pas en tête la proportion des aliments, des protéines végétales importées, mais encore une fois, là, on n'a pas d'inquiétude particulière. Simplement, si on veut monter en gamme et monter la proportion des protéines végétales dans nos assiettes aujourd'hui et avoir une certaine autonomie française ou même européenne, il est nécessaire de produire davantage. Ça oui, et ça suppose des recherches sur les variétés, leur résistance, leur rendement. Ça suppose aussi de garantir un revenu décent aux agriculteurs. Donc là, il y a en effet des politiques publiques à mener. Et pour compléter, je me souviens d'un débat, alors c'est pas dans le rapport, c'est pareil, c'est le souvenir d'un débat à l'Assemblée nationale. C'est un débat sur l'utilisation des produits phytosanitaires et la demande qui était faite par la profession agricole de ne pas importer les produits qu'on interdisait en France via les cultures ou via les aliments que nous importions. Et à l'époque, il y avait eu un débat justement sur la lentille qui montrait bien qu'elle était produite chez les Canadiens et qu'elle correspondait à une part très importante de notre consommation. C'est ça que je veux dire. Voilà, et c'est donc c'est un élément de réponse, pas chiffré, mais qui montre qu'effectivement, il doit y avoir, comme tu l'as dit, à regarder ça de plus près. Monsieur, un remords. C'est de la pure curiosité, mais sur la fermentation de précision, ça fonctionne comment exactement? C'est vraiment, ça c'est pour l'agro-industrie, je sais pas, on introduit la protéine dans l'aliment directement, comment ça fonctionne exactement? Je vais vous donner le détail de tout ça. J'ai voulu être rapide tout à l'heure, mais on va rentrer dans le détail. Donc vous avez des micro-organismes, une bactérie, une levure. On fait l'édition de son génome et on va rajouter, avec les moyens de la génétique actuelle, des gènes qui codent pour la protéine qu'on veut récupérer. Donc vous voulez la protéine caséine du lait, il y en a plusieurs, mais enfin on va simplifier. Vous introduisez ce gène-là dans le génome de la levure, vous la mettez dans un fermenteur avec un milieu de culture liquide, et dans ce milieu de culture, il faut donner de quoi manger à la levure. Vous allez lui donner des glucides essentiellement, et un peu d'azote aussi, puisque dans les protéines, il y a quand même de l'azote, évidemment. Donc, et vous laissez, alors ça c'est variable, quelques heures à quelques jours, ou tout au plus, la réaction se faire. Les êtres vivants que sont les levures ou les bactéries vont synthétiser la protéine en se nourrissant de ce qu'on lui a donné, et ensuite on va l'extraire, cette protéine, la purifier et l'utiliser. Donc, je disais tout à l'heure qu'il y a des banques de données maintenant pour les différentes caséines selon les espèces animales. Mais il peut y en avoir pour d'autres protéines. En ce qui concerne la technique elle-même, elle n'est pas nouvelle. Quand on fabrique de l'alcool, c'est exactement ce qu'on fait. On prend des levures, on leur donne des glucides et elles fabriquent de l'alcool. Quand vous faites du pain, c'est aussi ce qui se passe, puisque simplement à la cuisson, l'alcool va s'évacuer du pain, et c'est une fermentation alcoolique. Donc la fermentation, c'est une technique maîtrisée par l'humanité depuis très 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 longtemps. Mais là, on passe à un stade où on fait fabriquer précisément la protéine que l'on souhaite grâce au génie génétique. On le fait en France ou pas? Oui, on le fait en France, on le fait à Paris. On a visité à Paris une entreprise qui fait ça, qui dans des fermenteurs qui font maintenant plus de 200 litres sous le contrôle de Philippe. Le but, c'est de passer maintenant à plusieurs mètres cubes, évidemment, pour avoir des productions qui soient significatives. Nous avons mangé avec Philippe du fromage, plusieurs fromages, et des yaourts produits avec de la caséine synthétique, comme ça. Apparemment, on n'est pas mort, en tout cas. Je ne sais pas si on est en bonne santé, mais on n'est pas mort. Et on a trouvé que c'était... Bon, c'était pas vraiment du camembert, mais c'était un produit consommable. Après, quand on a des habitudes de goût, évidemment, on est dérouté dès qu'on vous donne un goût, même légèrement différent sous le même aspect. Mais en tout cas, le produit existe et il attend de passer au stade industriel. Il y a une question. Pardon? Oui, tout à fait. Oui, voilà, oui, tout à fait. Personne ne vous entend là.
peut ne pas se contenter des protéines, mais justement créer des nouvelles matrices végétales, parce qu'avec le dérèglement climatique, il y a aussi un déséquilibre il y a des cultures qui sont anéanties, donc on crée de nouveaux végétaux de meilleurs goûts qui demandent, au point de vue culture, qui sont moins contraignants, qui sont bons au goût, qui peut-être remplaceront les légumineuses qui sont boudées en général par les Français. C'est ça aussi le problème. Nous, le rapport s'intéressait aux protéines et aux protéines alternatives notamment, donc à la fermentation de précision. On n'est pas sur le végétal avec les techniques génétiques. Mais protéines végétales, quoi, c'est ça. Les céréales, ce sont des protéines végétales. Pour l'instant, la mise en culture de variétés ad hoc, c'est quand même une solution beaucoup plus simple que d'aller rechercher des protéines végétales qui elles-mêmes ne sont pas équilibrées en acides aminés. Donc tant qu'à faire, il vaut mieux produire des protéines animales par fermentation. D'accord, mais enfin vous prenez la végétalisation de l'alimentation, ça passe aussi par augmenter le nombre de végétaux à la disposition des consommateurs. Il y a une question en ligne. Vas-y, prends-le. Oui, alors c'est une question de Cyrielle Chazal d'Agrapresse qui nous demande serait-il nécessaire d'avoir un objectif chiffré de réduction des protéines animales dans la SNANC, stratégie nationale d'alimentation, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a souligné qu'il y avait déjà un équilibre à trouver entre la part de protéines animales et végétales. Donc ça, c'est des données qui sont déjà connues. Donc je ne pense pas qu'implicitement, elles font partie de cette stratégie nationale. Et qu'après, on a aussi évoqué le sujet de l'importation, de la capacité qu'on a à couvrir notre consommation avec ce que nous produisons chez nous. Et donc en étant plus autosuffisant en production de protéines animales, les deux conjugués qui sont implicites à tout cela fait que, de mon point de vue, il n'est pas nécessaire de rajouter des objectifs chiffrés, quoi. Pour revenir très rapidement sur la fermentation, vous disiez que la technologie est quasi mature. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que scientifiquement, on est quasiment au point, ou qu'on est, en France, actuellement capable bientôt de passer à l'échelon industriel? Après, c'est une question d'investissement. Il faut avoir les reins solides pour passer à l'échelon industriel. Je crois que c'est ce qui était... Nous, on a compris que c'était en train de se discuter, parce que c'était il y a quelques mois qu'on a fait cette visite. La technologie est mature dans la mesure où on mange les produits et que, en effet, après, il faut encore que tout ça soit validé dans les procédures, dans le process novel food européen, etc. Donc, mais il faut qu'il y ait des capital risqueurs qui maintenant soutiennent le passage à l'échelle industrielle. Mais la technologie, elle n'est pas quasi mature. Pour nous, elle est mature. Pour finir avec cette histoire de fermentation de précision, pardon, Charlotte Murat pour le groupe EBRA, je crois qu'on va tous vouloir aller faire un reportage dans l'entreprise à Paris. Elle s'appelle comment du coup? Dans le rapport. C'est dans le rapport? Oui. Ok. La banque de données, là, c'est ça? Non, l'entreprise. C'est la banque de données? C'est elle. Vous avez ça dans la liste des visites. Ah oui, c'est Standing Ovation, pour tout vous dire. Voilà, je ne voulais pas faire la pub. Moi, je la fais. Et bon, il y a d'autres acteurs qui sont sur ce Oui, sujet. Bien, il nous reste à vous remercier, vous souhaiter une très bonne journée. Et merci d'être venu à cette conférence de presse à l'heure où vous devriez vous alimenter de manière équilibrée et responsable et durable en protéines. Donc on va vous souhaiter un bon appétit et vous dire qu'on est toujours ravis de remettre ces rapports de l'OPEX qui mettent la science au devant de la réflexion politique. Et donc c'est bien un travail fait avec... Est-ce qu'on a précisé le nombre d'auditions que nous avions fait? 30, oui. Donc des scientifiques qui sont venus nous aider à apporter les conclusions qu'on vous a présentées. Merci à vous. Bonne journée.